Bonjour et bienvenue sur cet épisode de Token Talkers. Aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir avec nous Sébastien Martin, qui est CEO et cofondateur de Red Square. Il est fait partie de la Ligue pour la sécurité du Web3. Il a été élu président. Il est avec nous pour parler de tout ce qui est Web3. Il est Safeguard Strategist, spécialiste en sécurité Web3. Sébastien, comment ça va? Écoutez, ça va, merci à tous les deux et puis très hâte de la discussion. Merci encore pour l'invitation. Et puis voilà, j'aurai plaisir à répondre à vos questions. N'hésitez pas. Évidemment, des fois, il y a des choses que je peux pas dire, on va dire en détail. Mhm. Mais voilà, des fois, vous comprendrez que je peux pas nommer des choses, mais par contre, je peux en parler de façon, on va dire, anonyme. Donc ça, c'est un petit peu, on va dire, le cadre de l'échange, mais voilà, ça laisse quand même un très grand, on va dire, périmètre possible de discussion. Yes, on va pouvoir discuter de tout ce que l'on peut discuter. Et comme tu dis, si des fois il y a des sujets un petit peu sensibles où on ne peut pas trop aller, eh ben, écoute, on en restera là où on peut aller dans tous les cas. Et du coup, on aime bien commencer en général par savoir un peu quel a été ton parcours pour en arriver jusqu'ici. Qu'est-ce que tu as mis en place? Est-ce qu'à la place, au début, tu es plutôt du Web3, tu es plutôt de la sécurité informatique, du web? Comment est-ce que tu en es venu à être ici? Tu peux commencer où tu veux dans ton histoire, tu as carte blanche. Bah, écoutez, alors moi déjà pour dire une chose, j'ai grandi, on va dire, dans un environnement familial où beaucoup de mes proches dans ma famille voilà, sont dans la sécurité. Typiquement, mon père est Saint-Cyrien, mon grand-père est Saint-Cyrien. Voilà, j'ai un frère aussi qui est dans la sécurité. Donc, on va dire que c'est pour moi ça a été, enfin, en fait, ça coule un peu de source. J'ai toujours considéré que la sécurité c'est quelque chose d'extrêmement important et on va dire une condition aussi pour permettre aux entrepreneurs de s'épanouir. Ensuite, j'ai un background, on va dire, plutôt international. J'ai été amené à grandir 10 ans en Allemagne, donc à Berlin, à Hambourg, et j'ai aussi grandi à Varsovie pendant 3 ans. Donc ça m'a aussi beaucoup formé, ce qui fait qu'aujourd'hui je parle 5 langues. Je suis juriste de formation en droit des affaires, droit français, droit allemand. Je suis titulaire d'un master 2 LLM. Donc à la base j'étais plutôt prédestiné effectivement pour les carrières dans le milieu des avocats, où j'ai fait différentes expériences, que ce soit en corporate M&A à Francfort, chez Clifford Chance. J'ai aussi été en restructuring. J'ai bossé pour des legal tech, dont Robin, ou avec Julien Latouche, qui est le CEO, on a créé un réseau de 300 avocats. Ensuite, on a développé, j'ai rejoint en fait le monde des fintech, en particulier EquiSafe, puisque qui a été créé par un de mes amis de longue date. Du coup, j'ai été amené à travailler sur différents sujets stratégiques d'un point de vue régulatory, qui est encore une fois mon background, bien que je ne sois pas avocat aujourd'hui, je précise. Et on a obtenu du coup un agrément CIP, donc conseiller en investissement participatif auprès de l'AMF ACPR. On a travaillé sur une des premières ICO, qui est le visa facultatif de l'AMF. C'était le début, on va dire, des décrets blockchain et de la loi Pacte. Après, j'ai quitté EquiSafe et j'ai, on va dire, une carrière dans l'univers du consulting, en accompagnement de différents projets, que ce soit Dogami, Orion Protocol, Kakubi, enfin différents projets, sur les enjeux compliance. Et la compliance, en fait, on va dire, c'est aujourd'hui mon gros background, sachant que j'entends la compliance dans un sens très large. On a tendance à dire il y a les sujets de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, oui, mais pas uniquement. Il y a d'autres sujets, il y a des sujets de privacy, il y a des sujets de prévention des conflits d'intérêts, il y a tout un tas d'autres sujets. Et il fallait créer, si vous voulez, une structure qui soit en capacité d'aider les acteurs du Web3 à gérer les enjeux de sécurité. En particulier on va dire les vecteurs de risque. Et on va dire la sécurité, c'est on va dire, conséquence de la gestion des risques. Enfin, après, à partir du moment où on arrive à gérer les risques, on peut être en situation de sécurité.
Et pour nous, il y a trois grands risques. Il y a le risque cyber, il y a le risque économique et il y a le risque de réputation. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a été amené à co-créer Red Square. Donc effectivement, aujourd'hui, je suis CEO et cofondateur. J'ai aussi Thomas Ménard, du coup, qui est directeur général et en charge des opérations. Et j'ai Esteban Lopez, qui lui est, on va dire, beaucoup plus cyber, White Hack, qui est du coup mon autre associé CTO. Donc on s'est lancé il y a 1 an et demi. Un mois après notre création juridique, Red Square devenait partenaire stratégique d'un des leaders européens de l'intelligence économique, qui s'appelle Forward Global, avec lequel on co-développe une offre commune. Et Red Square aujourd'hui, c'est plus de 70 investigations, c'est plus de 30 clients en cybersécurité, et qui sont nos clients. Donc en matière, on va dire, d'investigation, vous allez retrouver une grosse dimension en B2C. On aide des particuliers qui sont fait arnaquer, escroquer, scammer, ou aussi des boîtes, hein. Par contre, en cybersécurité, effectivement, on sera beaucoup plus B2B parce que c'est, on va dire, les boîtes qui ont ces enjeux de cybersécurité. Donc, je dis pas que les particuliers n'en ont pas d'enjeux cyber, bien au contraire. Mais voilà, en tout cas, nous, c'est cette clientèle qu'on adresse sur cette verticale d'activité. Et là, vous retrouvez, on va dire, la grande diversité, on va dire, économique. Ça peut être des très grands groupes, ça peut être des petites startups, ça peut être voilà, tout un tas de des PME, TI. Enfin, vous voyez, vous aurez, on va dire, la grande diversité. Et sur ça, on est assez agnostique en termes de boîtes, en fait, qu'on adresse. Donc voilà un petit peu la présentation. Ah trop bien, ouais, donc beaucoup de choses, en tout cas beaucoup de choses, à ton actif, un bon background. On en parlait justement, c'est marrant, le côté voyage, découverte, le fait de découvrir d'autres cultures, à quel point ça nourrit, une personne, ça nous fait avoir d'autres perspectives. On en parlait sur un autre épisode. Hem, Avant de partir justement, bah, sur tout ce qui est, vraiment sécurité, et cetera, je suis curieux d'avoir un peu justement ton regard là-dessus et à quel point toi ça t'a aidé à te construire et à être, bah, la personne que tu es, aujourd'hui justement? Bah, en fait, pour tout vous dire, moi, dans mon enfance, en fait, je passais rarement plus de 4 ans à un endroit, en fait. Donc, ce qui fait que la résilience, bon, déjà, bon, c'est un mot à la mode, la résilience. Mais je dirais, bon, voilà, en fait, on est obligé de savoir s'adapter. J'allais dans des pays, par exemple la Pologne, je suis arrivé à Varsovie, je parlais pas un mot de polonais. Bon, bah, vous êtes obligé de vous, vous débrouiller parce que bah, au quotidien, les gens n'attendront pas de vous que, enfin, les gens, voilà, ne vont pas forcément s'adapter à vous. Donc, c'est à vous de vous adapter. Ensuite, c'est une forme d'humilité. C'est-à-dire que quand on sait quelque chose, on pense tout maîtriser. Je passais de l'Allemagne à la Pologne. Bon, bah, je maîtrisais bien l'allemand et je connaissais bien l'Allemagne. Bon, bah, j'arrive en Pologne, je connais rien de la Pologne. J'ai quelques bases historiques et je maîtrise pas un mot de polonais. Bon bah là vous êtes invité à avoir une forme d'humilité de vous dire bon bah je repars à zéro, voilà, c'est pas grave. Donc je dirais que oui, ça m'a appris ces éléments-là bah, qui me servent aujourd'hui parce que je suis entrepreneur. Qu'un entrepreneur par définition est obligé d'être résilient, qu'un entrepreneur sur un marché mondial qui est le Web 3 est obligé d'être international, que le fait que je parle beaucoup de langues forcément ça m'aide. Ça m'aide aussi à m'adapter, puis comment dirais-je, à comprendre les enjeux locaux aussi. Parce qu'on a tendance à dire, oui, le Web3, c'est un marché international, mais bon, peu importe d'où vous l'adressez et peu importe ce que vous faites, vous saurez l'adresser. En réalité, pas tant que ça, puisque, pour le moment en tout cas, la réglementation est très nationale. Donc nous, en Europe, comme vous le savez, l'entrée en vigueur du règlement MICA qui arrive d'ici fin d'année. Bon, bah, jusque-là, la réglementation est ou était nationale, en tout cas en ce qui concerne l'Europe, et les seuls éléments, on va dire, qu'on avait de commun, c'était plutôt le cas d'anti-blanchiment d'argent. Donc ça, c'était parce qu'il y avait des directives européennes, etc., etc. Donc, aujourd'hui, c'est ça l'apport de ce parcours. Et effectivement, moi, je recommande. Enfin, c'est peut-être aussi ce qui fait que je sais sortir de ma zone de confort, que je sais du coup m'adapter aux tendances du marché et aussi à être humble, de se dire bah des choses qui sont vraies aujourd'hui ne sont plus demain. Bah, c'est pas grave. Enfin, je dirais, voilà, le monde est comme ça. Il faut juste s'adapter et y répondre. Voilà. Ouais, ouais, donc ça a «décuplé» entre guillemets,
ta faculté, voilà, de te dire: «OK, je peux m'adapter à toutes les situations» et même lorsqu'on peut avoir l'impression qu'on part de loin, parce que c'est quelque chose de nouveau, on peut dans tous les cas y faire face et tu l'as fait, tu l'as fait face à de nombreuses fois dans le passé donc ça t'a aidé. Ouais, super, super intéressant. On va retourner un petit peu du coup, sur le côté, un peu plus, ouais, un peu plus sécurité du coup, super, super intéressant. Tu disais que vous accompagnez donc à la fois du B2C, donc des personnes qui voilà, qui sont fait scam, et cetera, qui ont eu des soucis et aussi, du B2B. J'imagine que le B2B, c'est quand même ce que vous faites en majorité du coup? C'est quand même le majorité de votre travail? Comment est-ce que ça s'articule, je sais pas, combien est-ce que vous avez d'entreprises, comment est-ce que vous les accompagnez là? Est-ce qu'il y a des démarches types ou est-ce que c'est vraiment du cas par cas, du coup, en fonction de leurs besoins? Alors, c'est toujours du cas par cas, mais on va dire avec une méthodologie qui est posée, parce qu'on a eu nous, on avait des gros chantiers, en fait, à notre structuration justement, de se structurer et d'avoir des process, robustes. Et justement, en fait, une fois que vous posez une méthodologie, en réalité, la méthodologie reste à peu près la même. Enfin, en tout cas, on va dire, il y a des bases de méthodologie qui, on va dire, sont transversaux, mais vous devez à chaque fois appréhender des situations différentes. Après, là où quelque part c'est réplicable, c'est qu'une fois que vous êtes adapté, enfin, où vous êtes habitué à gérer des crises, bon, bah, la crise du client, gérer, pour vous, enfin, vous êtes pas enfin, vous ne surréagissez pas à la situation de crise. Déjà, premier point. Ensuite, ce qui fait que, quelque part, chaque crise que vous gérez nourrit la gestion de l'autre, c'est que vous apprenez des techniques, nouvelles, on va dire, d'attaque qui ont été employées justement par les assaillants en face et donc vous apprenez à vous adapter. Et donc, enfin, pour revenir pour faire le lien, on va dire, entre notre discussion avant sur le sujet, d'adaptation et puis ça, bah, l'élément commun qu'on retrouve, c'est, il faut toujours, s'adapter et que, de toute façon, si vous vous adaptez pas, les gens en face s'adaptent. Donc après, c'est soit vous restez, on va dire, au goût du jour, soit vous ne l'êtes plus. Et donc évidemment, quand on est compétitif et qu'on aime bien le challenge, comme moi, et ben, on s'adapte, on a une culture, on va dire, d'exigence, on se repose pas sur les lauriers, mais en même temps, on a un cadre, on va dire, très clair, de développement, parce qu'on va dire, c'est le cadre, qui est l'élément essentiel pour nous, pour donner la satisfaction à nos clients et que quand ils vont chez Red Square, ils savent pourquoi ils viennent chez nous. D'abord parce qu'on a une culture justement de l'exigence, on a une culture de la fiabilité, ça veut dire, chez nous, c'est extrêmement important, d'être fiable. Ensuite, on nous attend parce qu'on doit délivrer de l'expertise, c'est-à-dire, ils viennent chez nous pour trouver des solutions. Bon, est-ce qu'on apporte des solutions, oui ou non? Ensuite, justement, après je pense qu'on a un côté, on fait pas que les accompagner, chaque projet quelque part dans lequel on aime bien apporter un peu plus que ça. Donc il y a des gens à qui on va apporter du réseau. Il y a des gens à qui on va apporter, tout simplement de la connaissance. Il y a des gens à qui qu'on va essayer de prendre par la main, de dire, vous avez un potentiel, par exemple, sur dans le marché de la sécurité, on veut que vous alliez plus loin. Donc voilà, on sait aussi, comment dirais-je, raisonner en termes écosystème. Et ça, c'est une notion qui est très forte chez Red Square, c'est que nous, on a la conviction profonde que la sécurité, c'est un écosystème et qu'il faut aider notre écosystème à grandir, puisque le domaine de la sécurité, si vous voulez, du Web3, c'est quelque chose dont on parle tout le temps. Donc ça, c'est ce que je passe mon temps à dire. On passe son temps à parler de sécurité un peu comme si ça se décrétait. Et non, ça doit se faire. Donc ça veut dire vraiment ça doit se faire. Et ça passe par le développement de solutions, ça passe par le développement d'entreprises qui sont en capacité d'y répondre. Et globalement, en fait, pour partager une petite vision qu'on a, c'est que l'écosystème, on va dire, du risk mitigation, qui est le nôtre, qui est donc la gestion des risques, est assez jeune dans le domaine Web3 et beaucoup d'acteurs, vous prenez des gros protocoles de DeFi, vous prenez des gros exchanges, vous prenez enfin ce que vous voulez, ils vous disent tous: «Oui, bon, nous, quand on était confrontés au moment où il fallait faire des risk assessment,
En fait, on tombait sur des acteurs qui manquaient de maturité pour nous accompagner spécifiquement sur nos risques. Donc, Red Square, c'est ça son métier. C'est un, et comme ça j'aurai fini sur la réponse et vous aurez une réponse complète. C'est un, on commence toujours par faire du risk assessment. Donc l'idée, c'est de comprendre les risques. Le 2, bah, une fois qu'on a fait du risk assessment, bah, il faut y répondre. Et 3, il faut, comment dirais-je, que cette, si vous voulez, évaluation des risques ne soit pas statique, mais évolue au fur et à mesure de votre boîte, au fur et à mesure de votre marché, au fur et à mesure des nouvelles techniques employées. Et voilà notre métier. Et puis après, bah, c'est du cas par cas, effectivement, on va gérer au cas par cas les situations des clients. Ouais, ouais, mais en tout cas, j'imagine, bah, enfin bravo déjà pour tout ça. Et j'imagine que c'est aussi une constante, faut tout le temps se renouveler. C'est un métier qui, où entre guillemets, j'imagine vous devez pas vous ennuyer parce que ce que vous mettez en place aujourd'hui, peut-être que dans un an, c'est moins efficace, voire obsolète. Ça dépend de ce qui est mis en place. Hem, il faut tout le temps, bah, réessayer des choses et évidemment le but, j'ai bien compris que c'est de prévenir et que ça ne sera pas quand, la faille est arrivée, que ça doit être mis en place, c'est bien avant justement. Comment est-ce que vous faites du coup, avec votre équipe pour, être tout le temps à jour? Est-ce que vous participez à des hackathons? Est-ce que, tout simplement il y a des forums, j'imagine il y a beaucoup de documentation, là-dessus? J'imagine aussi que du coup la ligue pour la sécurité du Web3, c'est un pilier en tout cas qui est en train de se construire. Tu vas nous en dire plus, par rapport à ça. Mais c'est vrai que pour la sécurité, nous qui ne sommes pas, directement dedans, même plutôt loin de ça, comment est-ce qu'on fait pour, ouais, pour rester au top du coup et d'être sûr que tout ce qu'on met en place, bah, ça tient, et c'est solide, on va dire? Alors, il y a plusieurs éléments. Déjà, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup on va dire, de vecteurs d'attaque, si vous voulez, enfin, ou en tout cas des attaques qui se produisaient parce que les projets n'avaient pas de base. Je sais pas, c'est tout simple, ça peut être sécuriser les ENS, ça peut être sécuriser des DNS, enfin, ça peut être de sécuriser l'admin sur les smart contracts, ça peut être de sécuriser le wallet setup de la boîte, et que tout simplement, bah, il y en a un de l'équipe qui se barre avec la trésorerie. Enfin, vous voyez, tout ça, ce sont des exemples très concrets qui peuvent paraître, on va dire, triviaux et je dirais, comment dirais-je, un peu clichés. Mais sachez que c'est de loin, on va dire, cliché, et c'est de loin, on va dire, des cas qui n'existent pas. Et donc, nous, déjà, c'est de poser des fondamentaux essentiels sur des éléments, on va dire, qui sont névralgiques et qui doivent être sécurisés. Ensuite, effectivement, les attaques évoluent. Donc ça suppose une veille sur les menaces. Sachez que chaque année, en fait, les écosystèmes, notamment celui du Web3, il y a une consultation en cours actuellement d'ailleurs, sur ce qu'on appelle l'évaluation des menaces. Donc chaque année, si vous voulez, on a des référentiels. On a un référentiel par exemple de l'État. Donc l'État, si vous voulez, évalue ces menaces. C'est ce qu'on appelle le livre blanc pour la défense et la sécurité nationale. Les écosystèmes font on va dire, un état des lieux des menaces. Donc là, actuellement, l'écosystème du Web3 est en train, si vous voulez, de faire l'évaluation de ces menaces. Et vous avez après, dans chaque domaine, par exemple, la lutte anti-blanchiment ou la cybersécurité, on va dire des rapports des différentes autorités étatiques qui, on va dire, observent ou constatent l'évolution des menaces. Donc, je pense qu'il faut étudier ces documents-là parce que c'est, on va dire notre socle. Ensuite, c'est effectivement de participer aux réflexions sur l'état des menaces et y contribuer, parce que il est possible aussi que, je sais pas, par exemple, il y a des menaces, si vous voulez, qui soient, on va dire, anecdotiques, enfin, en termes on va dire, de cas, mais qui présagent peut-être ce qui va se passer demain. Donc, en matière de sécurité, l'objectif est toujours d'avoir un temps d'avance. Donc, effectivement, pour ces raisons, on a structuré la Ligue pour la sécurité du Web3. C'est justement d'avoir une caisse de résonance et d'échange et de partage sur ce que nous observons concrètement et de façon pragmatique dans notre quotidien
sur les menaces de sécurité. Et ensuite, évidemment, enfin, juste, je fais un step back, mais le deuxième élément qu'on fait avec la ligue, c'est qu'on met évidemment des bonnes pratiques en place et que peut-être un jour cela aboutira sur des standards. Les standards, c'est un travail de beaucoup plus long terme, mais vous voyez quand même l'objectif de la ligue, c'est créer la solidarité, créer du partage et de créer, on va dire, des réflexes et qu'à vocation à tout l'écosystème, et puisque tout l'écosystème, de toute façon, est concerné. Après, j'aurai l'occasion un peu de zoomer un peu plus sur la composition de la ligue, etc., si vous voulez. Et le deuxième Mmh. élément, c'est qu'on structure, c'est le Web3 Security Summit, qui a lieu au sein du Forum InCyber Europe. Le Forum InCyber Europe, en fait, c'est un événement important de la cybersécurité en Europe. Chaque année, il regroupe 20 000 visiteurs à Lille, donc au sein du Grand Palais, et vous avez à peu près, je crois, plus de 650 sponsors. Et vous retrouvez, on va dire, l'extrême diversité des acteurs de la sécurité. Ça peut aller de Thales, en passant par Airbus, en passant par Eviden, en passant par Exatrust, qui est le lobby, si vous voulez, français européen de la cybersécurité. Et en son sein, on développe justement un événement associé. Donc on a lieu, si vous voulez, au sein du Forum InCyber, mais avec notre espace dédié, justement sur les thématiques de sécurité Web3. Et concrètement, on aura une opération cyber capture de flag Web3 où justement des 250 hackers vont pouvoir en fait participer à une épreuve et aussi bah, comment dirais-je, à la fois de former des hackers Web2 au Web3, donc de créer une passerelle d'adoption, et aussi bah, de voir un peu l'évolution des menaces avec, on va dire, des gens qui ont peut-être des approches, si vous voulez, autres que ceux du Web3, on va dire, native. Et ensuite, d'être un lieu d'échange pour que chacun puisse partager ses observations. Parce qu'en fait, je pense qu'on en est à ce moment-là, si vous voulez, de l'adoption, qu'il faut que, si vous voulez, beaucoup de choses se sont passées, on va dire, de façon très ciblée. Et on va dire, il y a eu beaucoup d'attaques, si vous voulez, mais on n'a pas encore pris le temps de se poser globalement et de se dire, bah, comment on y répond et, et tout simplement, qu'est-ce qui se passe ensuite. Donc voilà ce qu'on pose. Donc évidemment, tout ceci, enfin il y a un côté où toujours on se dit ça prend du temps de poser ça, mais bon, une fois que c'est posé, c'est posé. Et je pense qu'il fallait justement le poser. Et derrière, effectivement, il y aura beaucoup plus de choses aussi d'envisageables, quoi. OK. Bah, c'est très, très clair. Félicitations vraiment pour tout ce que tu fais. C'est juste formidable et je pense que, Red Square est même l'une des seules sociétés quasiment au monde qui est aussi développée dans le secteur d'activité de la sécurité et vraiment bravo à Red Square. Tu parlais juste avant des membres qui composent, pardon, la ligue. On sait qu'il y a Taurus, on sait qu'il y a Flodesk. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus par rapport à cette ligue, comment elle est composée un petit peu au niveau des membres du board? Ok. Alors sur les boards, en fait, on a plusieurs acteurs. Alors on a Dominique Pénin de Kramer-Levin, qui est en charge du contentieux. On a Fabien Frechter, donc je fais un step back. Dominique est trésorier. Fabien Frechter est VP Web3 de Vivendi. Il en est secrétaire, et donc il est secrétaire général de la Ligue. Il y a Merlin Égalité de Morpholabs, donc est co-founder. Il y a Alain Broustaille qui est de Blockchain IZ et qui est vice-président. L'agent, donc le ComCyber du ministère de l'Intérieur qui est vice-président à titre honorifique. Et il y a David Princé qui est donc CEO France de Binance qui est vice-président. Donc moi et moi du coup et du coup bah moi président et donc élu par justement le board. Ensuite, on est en train, effectivement, donc on a créé juridiquement la ligue. Là, on a élu le board. Là, on fait toutes les démarches, vous savez, habituelles, création de compte en banque, etc. Et le lancement, du coup, se fait début avril lors de la Paris Blockchain Week. Et donc, on va, entre-temps, border la quarantaine de membres au total qu'on a, parmi lesquels, en fait, on a une trentaine de membres B2B et une dizaine de membres individuels. Sur les membres corporate, effectivement, on a Flodesk, on a Kroll, on a Taurus, on a
une très grande diversité. Il y a Allkey, par exemple, le groupe Allkey. Il y a il y a une très grande diversité, on va dire, d'acteurs de l'écosystème Web3. Et pas seulement d'ailleurs uniquement Web3, puisque voilà, il y a aussi Kroll et Vivendi, etc., qui sont des acteurs qui s'intéressent au Web3, mais qui ne le sont pas exclusivement. Ensuite, on a une dizaine de membres individuels qui sont, on va dire, pas mal d'avocats, essentiellement, on va dire, c'est majoritairement des avocats qui sont les membres individuels, même si, voilà, il n'y a pas uniquement, on va dire, les avocats qui peuvent être membres individuels, et tout le monde est effectivement le bienvenu. Voilà un petit peu ce que je peux dire. On aura 3 grandes thématiques, si vous voulez, de travaux au lancement. Le premier, c'est les sujets judiciaires. Donc, c'est, si vous voulez, comment réagir, en fait, comment adapter le monde judiciaire à cette nouvelle réalité, on va dire, des cryptos, de l'univers décentralisé, et comment gérer on va dire, les enjeux judiciaires qui s'y trouvent. Donc ça, c'est le premier volet. Le second volet, c'est la cybersécurité, où là, l'idée, c'est d'avoir une commission commune, ADAN et Ligue. Et on aura vocation justement à travailler sur les sujets, comme vous le savez, dans le cas du PSAN, donc que ce soit enregistrement renforcé ou demain agrément, il y a désormais l'obligation d'avoir un audit cyber fait par un acteur PASI. PASI, c'est quoi? C'est une qualification de l'ANSSI, donc qui est l'agence nationale qui est chargée en fait de la sécurité des systèmes informatiques et qui distribue une qualification. Et on va dire, si vous ne l'avez pas, vous n'êtes pas PASI et donc vous ne pouvez pas délivrer l'audit. Maintenant, peu de PASI, on va dire, sur des acteurs Web3 native. Et donc, il faut poser des standards sur, ou des réflexes, et les deux idéalement, pour que les acteurs du Web3 aient des repères sur comment gérer, on va dire, les risques cyber afférents. Voilà. Et le dernier sujet que nous traitons, en tout cas pour l'instant, ce sera les enjeux de protection de la propriété intellectuelle et comment, si vous voulez, le Web3 est une solution à la protection de la propriété intellectuelle, à l'heure notamment de l'IA générative. Et donc c'est intéressant parce que là on va travailler un peu, je pense, enfin, c'est même sûr, au croisement des technos et comment finalement le développement d'une techno entraîne aussi le développement probablement de la blockchain, puisque ce sera le besoin, si vous voulez, d'avoir une sécurisation de la couche basse de la donnée via de la blockchain pour, si vous voulez, assurer une protection des algorithmes d'IA et qu'en fait, on va dire qu'il n'y ait pas de possibilité d'altération de la donnée qui puisse falsifier les algorithmes, si vous voulez. Donc, tout le monde pense que c'est des enjeux un peu de science-fiction, mais on est en plein dedans. Voilà, vous voyez comment l'IA générative se développe. Je pense qu'on a tous vu comment se développent des images. On a vu des images un peu triviales de personnalités habillées en Père Noël ou en pape. Enfin, on a tous vu ces photos-là. Vous doutez bien que, puisqu'on peut faire ça, beaucoup de choses vont être possibles, à la fois dans le sens très bien du terme, c'est-à-dire on va progresser, mais il y a aussi des vulnérabilités qui peuvent se révéler. Et je ne sais pas si demain, typiquement, on peut avoir des photos, vous voyez, un algorithme qui fait des photos fausses de nous, je ne sais pas ce qu'on pourra imaginer. Bon, vous doutez bien que globalement, pas grand monde va apprécier. Ensuite, sur les voix, maintenant, on peut faire des films à base d'IA générative. On prend la voix d'Alain Delon, on fait travailler un algorithme dessus, on tourne des images à base d'IA, et puis on dit que c'est un film d'Alain Delon. Bon, voilà. Donc vous doutez bien que ça pose pas mal de questions, et que même peut-être demain, si vous voulez, le podcast qu'on fait là même actuellement, on pourra dire, on travaille la voix de chacun d'entre nous, et puis on fait en fait un fork de notre podcast, et puis en fait on fait dire par exemple à Sébastien Martin ce qu'il n'a pas dit. Vous Ouais, voyez? totalement. Donc avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Donc comment, si vous voulez, on fera la différence entre ce que Sébastien a dit le 4 mars à 10h41 et de sa propre voix, de la voix qui a été dite à base d'IA générative le 5 mars à 12h35.
un peu D'accord. compliqué, quoi. Non, c'est sûr et je pense que vraiment cette ligue arrive au bon moment. Cette ligue arrive au bon moment, notamment par rapport à l'IA qui commence à prendre une vitesse folle. On sait que les administrations sont un peu débordées sur ça et justement, c'était ma question. Ça fait combien de temps que tu as cette idée en tête de ligue, un petit peu donc miroir de la DAN qui est plutôt sur la partie, agrément? Vous êtes plutôt sur la partie sécurité, c'est génial. Ça fait combien de temps que tu as cette idée en tête de ligue? Alors, juste un point sur les administrations, parce que c'est aussi notre boulot, si vous voulez, de créer un peu la passerelle entre le monde public et le monde privé. En fait, si vous voulez, globalement, dans le monde public, on tombe sur des différentes catégories de personnes, comme toujours, en fait. C'est qu'il y aura des très grands experts des sujets, même crypto, hein. Par exemple, vous prenez les services crypto de la gendarmerie, ils sont proches d'une dizaine, je crois 8 ou 9 hein, de mémoire. Vous avez là des très grands experts. Ensuite, vous avez des services plus de territoriaux. Et pour prendre une région que je connais bien, la Lozère, bon, bah, la Lozère, c'est pas sûr que vous ayez des experts crypto, par exemple, je sais pas, à Mende ou dans d'autres villes. Donc Ouais, ça, c'est c'est sûr. pour aussi dire que il y a aussi le défi aujourd'hui, effectivement, que si vous voulez, tout va extrêmement rapidement. Donc l'administration et qui sont, on va dire, des structures, bah, justement, où il y a tout un tas de process pour que justement on s'assure que l'administration, en fait, réalise sa mission. Si vous voulez, les nouvelles technologies viennent un peu challenger cela. De même que des très grosses boîtes sont challengées par ça. Donc en fait, toute structure, grande, aussi grande soit-elle, est toujours confrontée intrinsèquement à comment s'adapter à des sujets qui, dans un premier temps, sont un peu vus comme des sujets de niche et où l'inconnu est est-ce que ce sujet sera mainstream? Et donc, les administrations euh, comprennent ces enjeux-là. Et d'ailleurs, en cela, il faut saluer que le ComCyber du ministère intérieur rejoigne le bord de la Ligue, et je trouve que c'est une extrême bonne nouvelle, et que justement, qu'il y ait des acteurs publics qui comprennent l'importance aussi de se connaître. Vous voyez, le monde public et le monde privé, surtout dans des technologies aussi émergentes que la blockchain, on se connaît pas forcément. Donc, avec le lot de préjugés que chaque partie peut avoir sur l'autre. Et donc, le message de Red Square, c'est de dire, enfin, en tout cas que j'ai en tant que CEO de Red Square et président de la Ligue, c'est de dire, on ne peut pas ne pas se parler. On ne peut pas s'ignorer. On a besoin les uns des autres. Et maintenant, la question qu'on a, c'est que maintenant, entre guillemets, qu'on est ensemble dans un cadre, bah, c'est pour faire quoi? Qu'est-ce qu'on a besoin maintenant pour se connaître, mieux travailler ensemble? Donc on travaille déjà bien ensemble, mais comment on peut encore mieux travailler ensemble? Et d'autant plus si demain, j'irai, on a l'évolution des menaces qui peut tout simplement nous challenger chacun. Donc ça, c'est sur cet aspect public-privé. Et en fait, j'en profitais juste parce que c'est quelque chose qui me tient à un titre personnel très à cœur, qu'il y ait une coopération public-privé. Ensuite, sur comment m'est venue l'idée et il y a combien de temps. Donc c'est un process qui a été in fine assez long. Il y a plus un an de boulot. Donc en fait, il y a eu plusieurs phases. Je pense que ça s'est lancé fin 2022, début 2023, l'idée. Peut-être même aussi un peu avant déjà dans ma tête. Ensuite, quelle est l'idée? C'est grosso modo de dire, enfin, l'idée, vous l'avez bien comprise, mais c'est de dire, bon, il faut la créer effectivement maintenant parce que la sécurité est importante et il y a un besoin d'en parler et d'améliorer, on va dire, la connaissance et la maîtrise de ces sujets au sein de l'écosystème. Ensuite, c'est, si vous voulez, d'avoir une approche adaptée aux particularités de la sécurité. Quelles sont les particularités de la sécurité? C'est grosso modo, quand vous avez des situations de crise, il faut pouvoir s'entraider. Et je vais quand même dire une chose qui peut être intéressante pour nos auditrices, auditeurs. C'est, vous savez, aux Pays-Bas, ils ont ce qu'on appelle la culture des coalitions. La Ouais. coalition, qu'est-ce que c'est? C'est un groupement
d'acteurs publics et privés, avec tous les acteurs privés. Donc ça peut être les universités, les entreprises, les grands groupes, les incubateurs, les investisseurs, tout le monde, qui se regroupent autour d'une cause et qui s'entraident. Et justement, pour le coup, j'étais en fait en octobre 2023 dans le cadre qu'on appelle ça, d'une business excursion aux Pays-Bas, à La Haye, lors de la One Conference, donc qui est la très grosse conférence hyper des Pays-Bas. Et justement, on a pu rencontrer, si vous voulez, tous les acteurs ou en tout cas une grande partie des acteurs de la sécurité aux Pays-Bas. Et un acteur m'avait particulièrement captivé. C'est, vous savez qu'ils ont aux Pays-Bas le plus gros acteur des microprocesseurs. C'est pas forcément connu, mais ils ont, je crois, le top 5 mondial des boîtes en la matière. Il y avait le CISO de cette boîte et qui donc dit, en fait, si moi j'ai un acteur de ma supply chain qui est attaqué, je ne peux pas le laisser tomber. Si je laisse tomber, je tombe. Et comme j'ai besoin de lui, il a besoin de pouvoir compter sur moi. Et donc, s'il a une crise, le premier réflexe, c'est pas de la cacher. Parce que de toute façon, il a dit, je le saurai. Parce qu'il y aura forcément des répercussions. Donc, ce que je veux, c'est que la personne m'appelle, il a mon numéro, et on voit ensemble qu'est-ce qu'on peut faire. Et si, par exemple, tu as des ennuis financiers, du fait de la crise, par exemple, ou que réparer la crise, t'es trop cher par rapport à ta surface financière, pas de problème. T'as le numéro de mon boss, mon CEO. Nos boss se connaissent. Ils se parlent ensemble et ils trouvent une solution. Et moi, je trouvais que Génial. c'est génial. C'est extrêmement moderne. Enfin, pour moi, ça a tout son sens et ça a son extrême modernité. Et justement, c'est ça que j'aimerais faire vraiment dans le Web3. Alors, je dis je, mais évidemment, il y a pas que moi. Moi, si vous voulez, j'impulse une vision. Et puis après, les gens sont libres d'y adhérer ou pas. Mais je pense malgré tout que c'est une idée qui, on va dire, a son extrême pertinence, parce que je pense que ça correspond bien avec l'idée du Web3, qui est de dire la solidarité, qui est de dire la communauté, qui est de dire ces choses-là. Et enfin, je pense que c'est adapté, si vous voulez, à la fugacité et au côté extrêmement rapide de notre écosystème. Et voilà. Donc c'est comme ça que c'est venu. Et puis donc après, on a commencé à fédérer des premiers Super. acteurs qui se sont retrouvés. Puis aujourd'hui, effectivement, on en est ici. Je suis très content. Puis évidemment, je remercie aussi la confiance de tout le monde, en tout cas de tous ceux qui sont dans le dispositif actuellement, d'y avoir cru. Voilà, on n'est qu'au début du process, évidemment. Voilà, on n'est même pas encore lancé, on le sera dans quelques semaines. Et après, effectivement, ce sera pas la fin, hein, c'est que le début. Il faudra, on va dire, animer les choses. Ouais, bah, bravo, bravo parce qu'effectivement, on voit que c'est très, très bien pensé. Bon, ça, on n'en doutait pas trop, qu'il y ait un board qui est ultra compétitif, que c'est une idée qui vient de loin avec déjà plein d'objectifs. Vous avez déjà mis en place une roadmap, sur cette année notamment qui est incroyable. Donc, bah, vraiment félicitations, Sébastien pour tout ça avec, bah, toutes les membres du board pour tout ce que vous avez fait tous ensemble pour développer cette ligue pour la sécurité du Web3. Franchement, c'est vraiment génial et je pense que c'est vraiment un enjeu majeur pour les prochains mois et prochaines années. Tu nous as aussi parlé bah, du Security Summit, donc qui est un forum pour la sécurité. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'elle va apporter au niveau de la cybersécurité européenne? On sait que c'est vraiment quelque chose aussi de gros, ça va être un super forum. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Bien sûr. Alors, en fait, déjà pour prendre la genèse, c'est que on l'organise au sein du Forum InCyber Europe, qui, comme je disais, est un des plus gros salons de la cybersécurité et de la confiance numérique en Europe, qui a lieu chaque année à Lille avec 20 000 visiteurs et plus entre 650 et 700 sponsors. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est le postulat suivant. C'est un événement, on va dire,
on a tendance à dire dans le Web 3, dit du Web 2. C'est un environnement Web 2 native. Et puisqu'il s'intéresse au sujet de sécurité et de confiance numérique, le Web 3 est une, on va dire, sphère naturelle, on va dire, de la confiance numérique et de la sécurité qu'il faut adresser. Donc, il nous apparaissait extrêmement naturel d'y développer un événement associé et d'avoir en fait 3 objectifs. Premier objectif, c'est d'avoir des discussions de très grande qualité et avec la bonne hauteur sur les sujets de sécurité, parce que justement, il faut, comme vous le disiez en début d'échange, il faut mener une veille, et la veille, on peut la faire au sein du Web3 Security Summit notamment. Ensuite, on a beaucoup de solutions de sécurité malgré tout qui existent, et il faut leur donner de la visibilité auprès des donneurs d'ordre. Ça tombe bien, le Forum in Cyber est un salon où les CISO, si vous voulez, viennent faire leur marché. Faut voir ça comme vous allez sur votre marché le samedi, vous voulez acheter à manger, vous savez pas qu'est-ce que vous voulez. Bon vous trouvez des choses et puis vous prenez selon vos envies, etc. Là, et toute proportion gardée, tout exemple gardé, mais c'est pour bien, on va dire, imager le propos. L'idée, c'est que les acteurs puissent, si vous voulez, faire leur marché aussi de solutions de sécurité et de justement pouvoir échanger avec les solutions, donc les éditeurs, donc de créer ce pont entre éditeurs de logiciels et donneurs d'ordre. Ça, c'est le second objectif. Et le troisième, c'est une notion beaucoup plus, on va dire, pratique. Parce qu'en fait, aussi, le constat qu'on fait, c'est il y a des événements de sécurité où la discussion se limite à des slides. Nous, on trouve que c'est bien, mais c'est pas assez. C'est-à-dire, on fera pas de sécurité à coup de slides. Il faut aller, il faut faire beaucoup plus la main à la pâte, et on fera de la sécurité à partir du moment où on en fait vraiment. Donc, ce qu'il faut faire aussi, c'est créer une compétition cyber capture de flag Web3 au sein de la European Cyber Cup, où justement des experts de la cybersécurité donc Web 2, peuvent se familiariser avec le Web 3. Ça répond aussi à un enjeu qu'on a actuellement dans notre écosystème du Web 3, du manque de ressources humaines et de la pénurie de talents en matière de cybersécurité. Donc il faut pouvoir, si vous voulez, attirer des gens dans le Web 3 et peut-être de le faire moins de façon granulaire, vous savez, où beaucoup disent ouais, j'en suis venu au Web 3 parce que je sais pas, j'ai vu peut-être un podcast comme le nôtre, j'ai vu du Bitcoin. Enfin, vous voyez, je pense qu'il faut beaucoup plus développer encore cela. Et justement, on a Ouais, c'est vocation sûr. à créer cet espace pour l'univers de la cybersécurité dans le Web 3. Et après, il y aura peut-être un quatrième objectif qui là va arriver plutôt juste après en fait le salon, qui va être d'aider les acteurs et les éditeurs de solutions de sécurité, en particulier françaises, européennes, de s'internationaliser, puisque le Forum in Cyber en tant que tel se développe, s'est développé déjà à Montréal où il y a eu 2 éditions. Il y aura une édition à San Antonio, donc au Texas, aux US. Et il y aura bientôt une édition à Kuala Lumpur, donc Wow. en Asie. Et l'idée, si vous voulez, c'est de dire que on va aider les acteurs peut-être à aller à Montréal, donc de commencer à semer des graines pour le marché américain. Et le marché américain derrière, vous aurez l'événement dessus. Et après, il y aura la dimension plus asiatique via justement Kuala Lumpur. Donc, vous voyez, c'est ça l'objectif qu'on veut adresser. Et c'est ça qu'on pose actuellement côté Red Square. OK. C'est ultra complet. Je pense que ton planning doit être vraiment bien chargé, et tu dois vraiment pas t'ennuyer. En tout cas, félicitations pour ça. On voit que c'est vraiment complet et la force que vraiment Red Square fait, elle est vraiment unique. C'est-à-dire que alors au-delà de Red Square, c'est vraiment toi. C'est-à-dire que tu as développé une société qui est juste incroyable, Red Square. On reviendra sur, la totalité des services et les stratégies que vous avez et cetera et cetera. Mais vraiment Red Square, c'est ultra formidable et tu t'es dit: «Mais moi, je vais pas me stopper à ça.
j'ai besoin que le Web3 soit encore meilleur, soit encore plus sécuritaire. Et là tu parles de ce forum, tu mets en place enfin, tu mets en place la fondation de la Ligue pour la sécurité du Web3. En fait, tu es vraiment présent partout, c'est juste incroyable. Et tu te contentes pas, enfin, tu te stoppes pas juste à te dire, OK, j'ai fait quelque chose de formidable, c'est bien, on s'arrête là et c'est top. Tu es sans cesse en train de renouveler, de rapporter de la valeur à l'écosystème et c'est juste vraiment incroyable et vraiment félicitations Sébastien pour ce que tu fais. Il en faudrait plus comme toi. Donc, mais le problème c'est qu'on ne peut pas tous être comme toi. Mais en tout cas, félicitations pour ça. Pendant que j'ai la parole, je voulais justement qu'on parle un petit peu plus de Red Square parce que c'est quand même vraiment ton bébé et encore félicitations vraiment pour Red Square. Quels sont un petit peu les services qui sont offerts par Red Square? On sait que voilà, vous êtes centré sur la sécurité des données. Est-ce que tu peux nous donner aussi des cas d'usage de ce que vous faites? Alors, on sait qu'il y a une partie confidentielle, tu ne peux pas tout nous dire, mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que vous faites, comment et comment ça se passe un peu plus en détail, les services? Si je suis une entreprise et que je souhaite voilà, contacter Red Square, comment ça se passe? Bah, déjà, merci pour les mots d'encouragement. Voilà, évidemment, comment dirais-je, je considère effectivement qu'on est qu'au début de l'aventure. D'accord. Il y a encore il y a encore plein de choses. Il faut encore plus justement qu'on existe encore plus, qu'on soit encore plus incontournable. Donc ça, on y travaille activement. Ensuite, là maintenant, si vous voulez, les services concrètement, on en a deux, on va dire, on a deux principaux axes. Le premier, c'est tout ce qui est investigation et due diligence. Donc l'idée, c'est d'aller, si vous voulez, soit prémunir les risques, donc premier point, soit les anticiper ou on va dire les analyser, ou de réagir à une situation où vous êtes fait par exemple scam, où il y a eu un hack, et en fait il faut aller collecter les preuves sur la blockchain. Je précise que là, C'est si vous génial ça. voulez, on a ceux qui lisent nos travaux, on a deux catégories d'acteurs. Quand on est en préventif, si vous voulez, c'est plutôt par exemple des fonds d'investissement, des launchpads, qui vont lire ce qu'on fait. Dans les investigations, c'est là où, en gros, où on voit un petit peu plus aussi ce qu'on fait, c'est que nous, on vient collecter des preuves via ce qu'on appelle, nous, du blockint, du blockchain intelligence, pour aller, si vous voulez, voir où sont passés les fonds, pour que, par exemple, le procureur de la République puisse, si vous voulez, demander aux forces de l'ordre de faire les saisies adaptées, ou carrément le rapport va directement aux forces de l'ordre et aide, si vous voulez, en tout cas donne des premiers éléments de traitement pour que ils puissent agir. En pratique, plusieurs points. La première chose, c'est que sur notre métier, les enquêteurs, vous savez qu'il y a parmi les enquêteurs ce qu'on appelle des officiers de police judiciaire, donc des OPJ, qui sont, si vous voulez, ceux qui permettent par exemple, collecter une plainte et comment dirais-je, instruire quelque part une plainte, on va dire en termes d'enquête. Eux vérifient toujours l'information qu'on donne. Parce que et c'est évident, pourquoi? Parce qu'ils représentent la puissance publique et donc ils veulent vérifier qu'on leur mette pas sur une fausse piste. Parce que c'est possible. Enfin, en tout cas, il faut absolument que ce soit justement évité. Donc ils vérifient, si vous voulez, toujours l'information qu'on leur donne pour être sûr que on donne justement la bonne info. Sur cette base-là, eux décident éventuellement, par exemple, de saisie d'actifs numériques, par exemple. Donc, il a été caractérisé le fait que l'argent qui a été volé à Sébastien Martin le 4 mars à 11 heures se trouve dans tel espace. Bon, bah, j'ai suffisamment d'éléments qui le prouvent, donc je demande une saisie. Voilà, donc ça c'est pour l'investigation, donc c'est de zoomer ce qu'on fait concrètement. Et la vision, c'est qu'il faut qu'on soit de plus en plus en fait présent sur le terrain judiciaire pour qu'on soit l'acteur incontournable on va dire, de tout ce qui est litigation support crypto. Donc dès qu'il y a un litige,
dès qu'il y a un enjeu, si vous voulez, de prouver quelque chose en lien avec la crypto et l'univers Web3, c'est Red Square. Donc ça, c'est le premier objectif. Le second objectif, et deuxième service, c'est en matière de cybersécurité. En cybersécurité, si vous voulez, on a deux métiers, encore une fois, comme toujours, c'est le préventif et le curatif, enfin, où on intervient à deux moments, pour être plus précis. Préventif, bon, bah, c'est de l'audit, hein, l'audit classique, d'aller, on va dire, checker des smart contracts, s'assurer de trois choses. Un, est-ce qu'il y a des erreurs dans le code? Oui, non. Deux, est-ce que toutes les fonctionnalités voulues dans le smart contract sont présentes? Oui, non. Trois, sont-elles optimisées? C'est pas parce qu'une fois que vous mettiez une fonctionnalité que elle va se passer effectivement. Qu'est-ce qui peut se passer? Il se peut que d'un point de vue frais de gaz, ce soit pas optimisé. Donc en fait, vous vous retrouviez quand il y a des spreads, etc., avoir à subir des coûts, on va dire, violents de transactions. Et autre point important, c'est que vous aviez prévu par exemple une fonctionnalité comme ça, et en fait vous faites exactement l'inverse. Et de plus en plus ce qu'on fait, et d'après nous ce qui est la vision d'avenir, là où on aura le plus de valeur ajoutée, si vous voulez, c'est que beaucoup travaillent à l'automatisation, si vous voulez, de ce qu'on appelle la revue formelle de code. Donc grosso modo, on configure des. Alors certains font ça avec de l'IA, donc c'est fait d'un point de vue algorithmique. D'autres ont d'autres méthodes, etc. Mais d'automatiser grosso modo la lecture du code de smart contract. Donc ça, il y en a qui travaillent dessus. Bon, ok, très bien. Nous, ce qu'on voit, c'est que là où l'audit cyber doit être beaucoup plus maturé dans notre écosystème, c'est que on ne lira pas, d'après nous, suffisamment d'un point de vue compliance, les smart contracts, parce que ce que les gens oublient, c'est qu'in fine, un smart contract, c'est comme son nom l'indique, c'est un contrat. Et donc là, on revient dans quelque chose que je connais bien, qui est le droit, et que vous, si vous voulez, vous donnez d'un point de vue code, comment dirais-je, vous permettez par du code d'exécuter automatiquement on va dire des conditions ou des situations décrites contractuellement. Donc, dans le codage, si vous voulez, du smart contract, il y a énormément d'enjeux, d'après nous, sur la maîtrise du codage de ces situations-là, pour que on puisse éliminer, par exemple, les situations de rug pull. Enfin, c'est ça, en fait, ce sur quoi, en fait, il va falloir considérablement augmenter et s'améliorer. Et aussi parce que bah, quand vous avez des smart contracts dans des protocoles de DeFi extrêmement sophistiqués, bon, bah, si vous ne prenez pas en compte, si vous voulez, un certain nombre de considérations compliance au moment où vous le codez, bon, potentiellement, vous avez un contrat qui fonctionne, mais c'est pas pour autant qu'il fonctionne, on va dire, qu'il fonctionne bien. On va dire bien dans le sens de façon saine. Donc vous voyez, voilà ce qu'on est en train de, voilà l'objectif. Et un dernier élément, parce que ça correspond à un développement actuellement qu'on fait. Red Square a closé en fait un groupement cyber PASI, où en fait on apporte le meilleur des deux mondes. Red Square apporte sa connaissance métier à un PASI qui s'appelle Axeis, donc A2CEIS, donc Axeis, qui est PASI sur toutes les portées qui est demandé par l'AMF au titre du PSAN, enfin de l'audit cyber PSAN. Donc qui est PASI, et avec lesquels on co-développe une offre commune pour adresser le marché du PASI et de pouvoir répondre aux besoins de nos clients dans ce domaine-là. À côté de ça, on a un autre acteur avec duquel nous sommes proches, parce qu'ils sont chez notre partenaire stratégique que j'évoquais en début de discussion, c'est l'EXFO, LEXFO, qui est certifié PRIS LPM auprès de l'ANSSI. LPM pour loi de programmation militaire, donc ils sont en capacité en fait d'auditer les infrastructures de télécommunications, notamment critiques. Et avec eux, on a des capacités en fait de réaction de crise, que ce soit sur des capacités de déchiffrement suite à des ransomware, que ce soit à faire de la récupération de données sur des objets physiques altérés, donc là via Databack, que ce soit à faire de la cyberoffensive, si vous voulez, d'un point de vue social engineering, et de simuler par exemple l'infiltration d'un acteur déterminé
voulant par exemple compromettre un système informatique dans votre entreprise, pour justement, donc ça c'est évidemment il y a toujours un cadre légal d'action, enfin c'est toujours on va dire, concerté avec le client et ça nous est demandé, donc ça s'agit dans un cadre légal très précis. Mais en tout cas, on prépare la boîte à ces situations-là, pour justement adresser le spectre complet. C'est ça la vision de Red Square, c'est qu'il va falloir il faut adresser le scope complet de la menace cyber. Et ce que j'observe aussi, c'est que nous, on salue le fait que, si vous voulez, au titre de l'audit du PSAN, dans le cadre devant l'AMF, de l'audit PSAN, dans le cadre de la procédure de demande d'agrément PSAN devant l'AMF, il y ait cette justement demande que ce soit fait par un PACI. Pourquoi? Parce qu'on estime que ça a aussi rebattu les cartes du marché de la cybersécurité dans le Web3, qu'on avait la concurrence, si vous voulez, d'acteurs non européens ou autres qui globalement, on va dire, pouvaient casser les prix. Et aujourd'hui, bah, le fait que ce soit désormais prévu que ce soit par un PACI et donc qu'il y ait une liste, si vous voulez, limitée d'acteurs PACI, bon, bah, finalement, de facto, soit bah, ça rebat des cartes et peut-être aussi, bah, de facto, ça en exclut d'autres. Donc, on trouve que, en tout cas sur ce marché-là, c'est important parce que d'ailleurs, je pense que ça ne concerne pas uniquement Red Square que je dis ça. Là, il y a à la fois Red Square qui parle, mais aussi d'un point de vue, on va dire, plus ligue. Quelque part, ça permet une chose concrète, c'est qu'un écosystème français et européen de la cybersécurité qui émerge. Et ça, on peut que s'en réjouir. Et après, c'est très bien qu'il y ait plein d'acteurs qui se positionnent sur ce marché-là. De toute façon, on est dans un marché libre et ouvert, donc c'est très bien. Et puis bah après, c'est voilà, c'est que le meilleur gagne et que chacun fasse les bons choix, quoi. Oui, et dans tous les cas, comme tu dis, très justement, hem, c'est quelque chose qui, dans tous les cas, fait du bien à l'écosystème. Si demain, il y a, une autre personne qui dit: «Tiens, moi, je veux créer ma ligue» ou, il y a, 30 entreprises en plus qui se lancent aussi dans la cybersécurité. Si on part d'un point de vue, purement, économique, on peut dire: «Bon, OK, il y a des concurrents et cetera». Mais pour l'écosystème, ça peut mettre en place une concurrence, saine qui est, bénéfique à l'écosystème et c'est ce qu'on recherche et justement cette ligue, c'est justement ça le but, c'est qu'au final, bah, tout le monde, tous les acteurs, qui sont, dans cet écosystème puissent dire: «OK, on va apporter de la clarté, on va apporter de l'aide et on va pouvoir faire avancer les choses ensemble». Donc au final, c'est une très bonne chose pour tout le monde et du coup, aujourd'hui donc cette ligue, elle est active. Comme tu disais, vous êtes en collaboration aussi, ben, étroitement avec la DAN et du coup, j'imagine que vous avez déjà, beaucoup d'entreprises directement avec lesquelles vous avez, directement des échanges et vous avez commencé à travailler et est-ce que justement, je rebondis sur un point parce que tu disais que, ça part de la France du coup, c'est top, mais est-ce que du coup, vous avez déjà une vision européenne, mondiale? C'est quoi un petit peu justement la vision? Ou est-ce que vous voulez bien consolider en France pour ensuite voir ailleurs? C'est quoi un petit peu la vision? Parce qu'au final, la cybersécurité, c'est mondial. Alors, très bonne question. Alors, par principe, on s'interdit jamais rien. Donc ça, effectivement, c'est le point de départ. Maintenant, alors, oui, l'enjeu cyber est mondial. En revanche, ce qui se passe quand même, c'est que, bah, les qualifications, par exemple, ANSSI, bah, c'est l'ANSSI qui les donne et comment dirais-je? Il y a quand même un cadre, de qualification, en fait, à respecter, et qui est plutôt d'ordre national, à chaque fois. En revanche, sur la ligue en tant que telle, de facto, si vous voulez, la réglementation devient européenne, donc ça, pas de débat là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a le MiCA qui rentre en vigueur, il y a DORA, bon, il y a TFR qui arrive aussi, enfin, vous voyez, il y a tellement de textes qui deviennent européens. On est dans une année en plus européenne d'élections et cetera. Je dirais, le sujet européen est un sujet majeur. Maintenant, moi, ce que je pense, de façon tout à fait, pragmatique, c'est de dire: «Bon, commençons par la France», parce que de toute façon, on a encore, plusieurs mois d'ici à ce que, comment dirais-je? Le cadre européen rentre en vigueur.
Parce que là, le MiCA est voté, il est connu, il n'est pas encore entré en vigueur. Par contre, essayons de voir effectivement comment la France peut apporter son expertise. Et si effectivement les perspectives, c'est qu'on soit, je dirais, européen, et d'apporter, on va dire, peut-être cette organisation de la cyber et de la sécurité Web3 en Europe, alors j'ai envie de dire, ça se fera naturellement et avec plaisir, en tout cas avec plaisir pour ma part. Et je pense qu'effectivement, c'est l'avenir, mais peut-être, je pense, juste dans un temps, voilà, il y aura juste un enjeu en fait de timing et de momentum. À partir de quel moment faut passer l'étape d'après. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est quelque chose, voilà, donc on ne refuse rien, on considère tout, et puis après, voyons les options qui se présenteront de façon pragmatique, sachant que si on fait un truc au niveau européen, je pense qu'il y aura un enjeu d'avoir aussi si vous voulez, des partenaires européens. Il faudra aussi bien Ouais, border, forcément. on va dire, le sujet européen. Donc ça supposera des échanges peut-être avec l'Espagne, les Polonais, les Allemands, l'Italie. Enfin tous les pays, on va dire, la Lituanie aussi, qui accueille quand même beaucoup d'acteurs, notamment des exchanges en Europe. Donc je pense qu'il faudra associer tous ces gens-là et que ce sera effectivement quelque chose qui pourra être amené à se faire naturellement. OK. Bah, au moins c'est clair. Heu, on parlait tout à l'heure de la sécurité, notamment en France. On sait qu'il y a un gros événement qui arrive, qui est les Jeux olympiques en France. Il y a pas mal de sujets autour de la cybersécurité justement, notamment liés aux Jeux olympiques. Est-ce que toi, c'est des sujets sur lesquels tu as déjà été approché? Est-ce que c'est des sujets que tu as entendu parler? On est réellement comment par rapport à ça? Alors effectivement, bon, effectivement, je vois beaucoup les nouvelles passer. Effectivement, il y a beaucoup de débats là-dessus. Enfin, ça semble être en fait, en tout cas, la communication, si vous voulez, de ces enjeux-là actuellement semble en faire un des enjeux les plus importants des JO. Euh, Moi, si vous voulez, à mon niveau, qu'est-ce qui est possible de faire en la matière eu égard des enjeux? Il y a beaucoup d'acteurs, y compris au sein de la ligue, qui disent: «Mais pourquoi?» Enfin, ils disent pas pourquoi, ils disent: «Bah, peut-être qu'on pourrait imaginer que, tout simplement, on imagine être disponible, si vous voulez, pour les JO en cas de d'attaque, par exemple, je sais pas, de ransomware et cetera. Est-ce qu'on pourrait pas justement mobiliser, si vous voulez, une task force pour pouvoir, répondre à des situations, de crise?» Bon, voilà, ça fait partie des options. Évidemment, c'est des sujets qui doivent être discutés avec les pouvoirs publics. À ce jour, la discussion, enfin, je dirais, n'a pas été initiée par nos soins, mais c'est quelque chose qui peut se faire. Et ça pourra peut-être se faire d'ailleurs au lancement de la ligue dans un mois. Finalement, de dire qu'on appelle de nos voeux et qu'on est disponible, etc. Voilà, c'est des choses qui ne sont clairement pas exclues et qui sont par principe sur la table. Compris. Au jour d'aujourd'hui, il y a déjà plusieurs acteurs, qui font de la sécurité aussi dans le web 2, qui sont pas du tout présents dans le web 3 parce elles connaissent pas. Comment toi tu fais pour, on va dire cybercross les 2 au niveau de la sécurité? C'est comment tu gères ce spectre, entre les 2 web et les différents risques qu'il y a entre les 2? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel pareil tu as déjà peut-être travaillé avec des acteurs web 2? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel voilà, faut travailler seulement dans la partie web 3 parce que le web 2 ils sont peut-être décalés. Comment tu ressens ça sur la partie, cybercross, web 2, web 3? Alors en fait, ça se fait assez naturellement, Mmh. en fait, juste en raisonnant en termes infra. En fait, ce que les gens ont tendance un petit peu à oublier sur du Web3, en réalité, c'est qu'il y a des éléments, on va dire, en fait, il faut voir, si vous voulez, une infra comme, on va dire, la conjugaison entre des éléments centralisés, des éléments décentralisés. Qu'est-ce qu'un élément centralisé typiquement dans une infra? Bon, par exemple, ça va être du cloud, ça va être un front-end, ça va être un oracle, ou l'oracle, si vous voulez, est même la quintessence
est l'incarnation, si vous voulez, du côté Web 2, Web 3. Ça veut dire qu'en fait, l'oracle est, si vous voulez, la paroi de transmission entre une donnée brute, au sens, on va dire, cloud du terme, et le fait de la faire entrer sur la blockchain. Donc là, il y a plusieurs enjeux. C'est typiquement, quelle est la donnée qui arrive? Est-ce qu'elle est, on va dire, protégée de toute, on va dire, source de compromission possible et d'altération? Donc ça, c'est la première analyse à faire. Et au moment où elle rentre sur la blockchain, a-t-elle été un peu altérée? Donc, en réalité, l'expertise, par exemple, cyber, se fait extrêmement naturellement. C'est-à-dire que dans la cyber classique, on parlait de l'exfo. L'exfo a par exemple des experts en cryptographie. Bon, la cyber dans l'écosystème blockchain, comment dirais-je, passe beaucoup par l'appréhension des sujets de cryptographie. C'est un élément clé. Ensuite, on va dire, on a des sujets propres à l'environnement Web3, et donc là, j'ai l'occasion un peu de zoomer dessus. Ça va être, comme on l'a dit tout à l'heure sur les smart contracts. Les smart contracts, si vous voulez, effectivement, c'est un sujet nouveau pour les acteurs de Cyber Web 2. Alors, ils le connaissent parce qu'évidemment, ils lisent la presse comme nous, ils sont des profils tech, donc naturellement, ils s'y intéressent, etc., etc. Donc, ce que je pense, c'est qu'il faut, et c'est justement le positionnement que Red Square a, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait une alliance, si vous voulez, entre le meilleur des deux mondes pour arriver à avoir un spectre complet de gestion des menaces et pas faire uniquement, si vous voulez, de la revue de smart contract. Parce que si vous faites de la revue de smart contract et que tout le reste est défaillant, êtes-vous en sécurité? La réponse est non. Voilà, donc, et parfois, il faut casser un peu ce réflexe qu'il y a, c'est globalement, des gens ont une vision smart contract focus en fait du cyber. Et ce que je dis toujours, et ce que je dis matin, midi et soir, c'est la cybersécurité n'est pas uniquement l'intégrité du code dans un smart contract, c'est aussi des éléments de sécurisation de l'administration des smart contracts, c'est aussi un certain nombre d'éléments sur, on va dire, comment des gens déterminés en interne pourraient, par exemple, commettre une attaque ou en tout cas agir de façon malveillante. C'est aussi un risque qui existe à part entière. Parce que l'humain est ce qu'il est, hein, voilà. Et donc il faut s'en prémunir absolument. Donc voilà un petit peu comment on voit la chose et comment on va dire les passerelles se font. Et je pense qu'il y a aussi un enjeu qui est peut-être différent du Web 2, c'est que dans le Web 2, ils connaissent pas l'IA, ils connaissent pas la blockchain, ils connaissent pas le métaverse, ils connaissent pas ce genre de sujet. Donc forcément, c'est là où il y a quelque chose qui est différent avec Red Square. On parlait beaucoup, on a parlé crypto-monnaie, on a parlé blockchain. Vous êtes aussi présent pour la cybersécurité au niveau IA et au niveau métaverse? Alors, sur les éléments métaverse, comme vous le savez, il y a des métaverses centralisés, décentralisés. Sur l'aspect centralisé, oui, on est largement, je dirais, en situation de pouvoir auditer le métaverse. Décentralisé aussi, Ok. sur les éléments blockchain, en particulier de sécurisation de la donnée, et je dirais aussi de sécurisation du métaverse, parce que de façon générale, je sais pas si vous avez vu, mais il y avait un rapport Interpol qui s'intéressait justement en fait dans quelle mesure le métaverse est un enjeu pour l'écosystème, enfin ou pour les acteurs de sécurité. Il en est un, si vous voulez, naturellement parce que il permet la rencontre, euh, il permet, je dirais, la rencontre d'acteurs dans un environnement décentralisé. Ces acteurs pouvant interagir les uns avec les autres, peut-être faire des transferts de fonds, etc., etc. Et donc, si vous voulez, l'enjeu de sécurité apparaît. Mais le métaverse est aussi évidemment, hein, j'ai toujours, je dirais, enfin j'ai toujours conscience de ça, c'est le métaverse est aussi extrêmement intéressant parce qu'il permet, y compris pour les acteurs de sécurité, de faire des simulations, si vous voulez, d'opérations. Enfin, on peut imaginer tout un tas de choses. Donc c'est intéressant. Et pour l'IA,
Alors nous, en fait, on sécurisera peut-être les algorithmes via la blockchain. L'IA, on peut s'y intéresser pour les utiliser en interne, pour faire notamment soit du monitoring Ouais. ou de l'analyse automatisée de sujets divers et variés. En revanche, bah, pour l'instant, on n'a pas, en tout cas, la prétention de maîtriser autant l'IA qu'on pourrait maîtriser des sujets blockchain. Mais qu'effectivement, on a une interrogation globale sur, si vous voulez, sur jusqu'où va notre activité et on considère différents éléments au fait de se dire, bah, peut-être que le vrai métier de Red Square, c'est d'apporter de la sécurité sur les technologies émergentes, ce qui englobe de l'IA peut-être aujourd'hui, de la blockchain aujourd'hui, et peut-être demain du quantique. Vous voyez, tous ces sujets-là qui arrivent. Il y aura peut-être des sujets en plus croisés avec le spatial, parce que comme vous le savez, il y aura les satellites, etc., les microsatellites n'enverront plus la même puissance de calcul sur différentes choses, que ce soit Internet, les réseaux de communication. Il y a même des projets blockchain, si vous voulez, de traçabilité de déchets, par exemple dans l'orbite. Vous voyez, Mhm. je dirais les sujets, on est conscient qu'ils s'interagissent les uns avec les autres. Il y a aussi des sujets de robotique ou de jumeaux numériques, où la blockchain peut être on va dire une couche. Voilà, on s'intéresse à tout, mais effectivement, alors nous, déjà, on n'a pas l'approche en buzzword, on n'aime pas ça. Et le jour où on fait quelque chose, c'est voilà, on le fait parce que c'est pertinent, tout simplement parce qu'on en a envie aussi, et aussi parce que ça, il y a des besoins. Ouais. Et voilà. Et donc le jour où il y a ces éléments-là, évidemment, on va dire, on va considérer la chose naturellement. D'accord. Pour rebondir Ouais, c'est Attends, je voulais juste rebondir pardon, sur un Loco. truc sur pour l'IA. Non, non, mais pas de souci. Je suis curieux de savoir justement, est-ce que cette arrivée de l'IA, est-ce que pour toi ça représente, une menace? Est-ce que ça donne entre guillemets «plus de force», plus de moyens à des personnes qui voudraient, ben, voilà, faire des attaques ou aller percer la sécurité de certaines choses? Hem, Peut-être enfin à tous les niveaux, hein, je parle, peut-être, des débutants qui voudraient s'y mettre et du coup se disent: «Ah bah tiens, je peux peut-être, regarder un peu avec l'IA», même si on sait que, l'IA en général, elle est assez bien programmée, en tout cas je vois ChatGPT assez bien programmé pour, ne pas donner trop d'informations qui pourraient, nuire à d'autres personnes, mais peut-être, faire pousser des réflexions ou donner en tout cas plus de moyens à des personnes, mal intentionnées et qui pourraient du coup dupliquer enfin, pas dupliquer pardon, décupler soit leur raisonnement, soit leur force de frappe ou en tout cas, enfin, apporter une aide quelconque à des personnes qui voudraient justement, et ben, faire des attaques. Est-ce que toi tu penses qu'aujourd'hui c'est un risque, hem, potentiel, actuel? Ouais, alors je vais répondre en fait. Pour moi, il y aura deux temps. Le temps un, évidemment, certains vont, si vous voulez, grosso modo, l'IA, on en est où? Bon, déjà, l'IA, on en parle depuis des années. Euh, on commence à voir arriver aujourd'hui on va dire des choses maturées, matures de use case d'IA. C'est indéniable. En revanche, bien que on va dire les utilisateurs, si vous voulez, de ChatGPT, etc., augmentent au quotidien parce que, on va dire, il y a aussi beaucoup de communication autour, etc., c'est indéniable. Maintenant, ce qui se passe, c'est que on est encore, si vous voulez, au début de l'utilisation de la chose et de la généralisation de la chose. Je pense que dans un premier temps, ça va être effectivement, il y en a qui vont utiliser, on va dire, euh, les failles qu'apporte justement le développement de l'IA pour s'engouffrer dedans. Je pense aussi que les gens qui pourraient subir les attaques doivent dès à présent bah, les identifier pour les anticiper et les prémunir. Et qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que comme d'habitude, quand il y a un sujet nouveau, il y a plusieurs cas, si vous voulez, emblématiques d'attaques, on va dire, qui font beaucoup de bruit, qui aussi traumatisent un peu les gens.
Et on aura une réaction au second temps où il y aura des firewalls massifs face, par exemple, aux algorithmes d'IA. Et d'ailleurs, il y a plein de boîtes qui vont commencer à bosser dessus dès à présent. Donc, ce que je pense, c'est que voilà, il y aura effectivement dans un premier temps pas mal de petits malins qui vont essayer d'utiliser ces technologies-là pour, on va dire, améliorer les vecteurs d'attaque, que des organisations non préparées, ce qui d'ailleurs en fait rend vulnérables les ETI, les PME de certains secteurs notamment, et en particulier des secteurs stratégiques, à ces vulnérabilités d'attaque. Donc moi, ce que je peux uniquement dire, c'est il faut s'y préparer et il faut anticiper la chose dès à présent, et ça commence dès maintenant. C'est pas un sujet de science-fiction. Et que malgré tout, et comme d'habitude, on aura deux catégories de gens. Il y aura ceux qui s'y seront préparés, qui seront prêts et qui donc seront résilients. D'autres qui soit ne se sont pas préparés ou ne le peuvent pas financièrement ou même des raisons RH, et donc vont subir effectivement malheureusement des attaques, et que donc il faut s'y préparer. Donc voilà un petit peu ma vision de la chose. Et moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est tout ce qui est l'arrivée du post-quantique. Et si vous voulez, il va y avoir une importante migration post-quantique à faire. J'ai été aux Pays-Bas avec, comme je le disais, avec des acteurs de la cyber locaux. J'ai été impressionné de voir leur niveau de maturité sur ces sujets-là et de voir que c'était pour eux un enjeu absolument majeur. Moi, je regrette qu'en France, on ait des super labos quantiques. Et d'ailleurs, en ce moment même, je suis à Saclay, où il y a des super labos quantiques, etc. Il y a un vrai écosystème avec Polytechnique, etc., le CEA. Enfin, bon, on a et le secrétariat général à l'investissement qui porte une stratégie d'investissement de l'État sur les sujets quantiques. Donc ça, c'est très bien. En revanche, si vous voulez, la maîtrise des sujets post-quantiques en France m'inquiète un petit peu parce que c'est pas juste un sujet d'experts. Il faut que tout le monde prenne en considération ce sujet-là. Et qu'il va falloir aussi des acteurs, si vous voulez, qui sont en situation d'accompagner les organisations sur des systèmes post-quantiques, sachant que là, ce qu'il faut savoir, c'est grosso modo dans le mapping, si vous voulez, des vulnérabilités post-quantiques, beaucoup de gens sont encore flous sur leurs vulnérabilités réelles post-quantiques. Ce qui fait que les gens soit pensent qu'ils n'ont rien de vulnérable au post-quantique et donc vont pas trop s'y préparer, et d'autres qui diront moi je n'ai que ça de vulnérable et qui en fait en ont 10 fois plus de vulnérabilité. Voilà, donc c'est ça aujourd'hui sur lequel il faut bosser. Et effectivement, il y a beaucoup à faire. Et Ouais, justement, ouais, il y a quand beaucoup tu à parles de faire. choses qu'il y a beaucoup à faire, qu'est-ce que toi tu penses en quelques mots, d'une entreprise qui se lance? Qu'est-ce qu'elle doit faire justement pour essayer d'être, voilà, d'être, plus sécurisée et cetera? Travailler avec Red Square, j'imagine. Qu'est-ce que tu conseilles vraiment en quelques mots? Je veux me lancer dans le Web3, je crée une société là-dedans. Je vais sûrement recevoir des clients, des acheteurs, des investisseurs, peu importe. Qu'est-ce que je dois faire vraiment en quelques mots pour me sécuriser? Déjà, pour moi, il faut bien comprendre le business model et aussi, on va dire, comment dirais-je, le vecteur business. Je m'explique. Il y en a qui ont des canaux, en fait, de business très humains. Bon, bah là, il peut y avoir des failles, on va dire, en lien avec la dimension humaine, on va dire, de la chose. D'autres ont des plateformes. Bon, bah, ça veut dire que leurs vulnérabilités vont être techniques. Ensuite, sur le technique, elles vont être de nature. Il va y avoir les vulnérabilités, on va dire, centralisées, décentralisées. Ensuite, il faut checker selon le business model et votre activité. Bon, bah, il y a des activités qui relèvent du champ d'application du PSAN. Donc là, des avocats mieux qualifiés que moi, enfin, des avocats tout court pourraient et justement aider. Et le premier réflexe, en fait, que vous devez avoir, c'est d'aller voir un avocat, de dire voilà mon business model de façon très précise, encore une fois. Parce que de nos jours, je vois des gens qui nous livrent un truc d'une phrase et ils disent voilà mon business model. Mais non, ton business model, c'est qu'est-ce que tu fais, description de tes activités de façon très détaillée, ta clientèle, ton business model, bah, est-ce que c'est du SaaS, est-ce que c'est autre chose, enfin, voilà, beaucoup plus détaillé que ça. Sur cette base-là, il faut poser une qualification et derrière, on va dire dérouler.
Ensuite, moi, ce que j'observe globalement chez les acteurs Web3, c'est que je pense que commencer, c'est rarement l'obstacle. Sauf sur certaines activités régulées où il peut y avoir une barrière à l'entrée, si vous voulez, où voilà, bah, vous avez les moyens de payer le PSAN ou vous l'avez pas, tout simplement. Et ensuite, bah, il y a ceux qui disent, en fait, qu'on ont du mal à passer à l'échelle pour différentes raisons. Souvent, c'est des raisons bah, budgétaires, souvent, c'est des raisons RH, souvent, c'est des raisons peut-être un peu de sous-estimer les enjeux, enfin, on va dire, comment développer une boîte dans cet écosystème-là. Et donc, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut savoir s'entourer. Alors ça, pour moi, c'est vraiment le nerf de la guerre, hein. C'est un entourage solide, c'est des gens fiables, c'est aussi de ne pas se mettre en tête des idées et des fausses idées qui vous font partir en fait à droite alors que vous voulez aller à gauche ou vous voulez aller au milieu et en fait vous tournez. Moi, je pense qu'il faut être extrêmement pragmatique. Et bah, comme je le disais au début, bah, on pense savoir des choses. Des fois, en fait, on se plante. Bah, se plante, il faut pas il faut pas mettre de l'ego au fait de se planter. Faut dire, bah, je me suis planté, et en fait, c'est pas grave, et on pivote. Euh, et puis, je pense que il faut pas hésiter à parler avec des entrepreneurs. Moi-même, je parle avec de plus en plus d'entrepreneurs et je trouve que ça fait extrêmement du bien, ne serait-ce que de se savoir dans la même situation que d'autres. Et ce qui fait qu'on relativise et qu'on se dit, ah ouais, en fait, c'est normal d'avoir ces enjeux-là à ce stade de développement, c'est parce que, pour telle et telle raison. Et vous voyez que de facto, en fait, vous dépassionnez des sujets, on va dire passionnants pour vous. Et vous dites, bah, bon, maintenant, je vais être beaucoup plus factuel, si vous voulez, dans la résolution des situations. Voilà un petit peu mes conseils. Et puis après, bah, globalement, je pense que le conseil, c'est qu'il faut savoir aussi s'amuser dans ce que vous faites. Enfin, s'amuser, c'est profiter aussi bah, de faire ce que vous aimez. Et ça, je pense que c'est indispensable. Si vous aimez pas ce que vous faites, je pense que c'est voilà, c'est que bah, vous dites bon bah il faut savoir aller voir ailleurs quoi. Ouais, 100%. 100%. Ouais, 100%. En tout cas, des très bons conseils, des très, très bons conseils, pour toutes les personnes qui démarrent et on arrive gentiment à la fin du coup de cet épisode, Sébastien. On laisse, toujours, carte blanche pour le mot de la fin. Tu peux revenir sur quelque chose qu'on a abordé, tu peux parler de quelque chose qu'on n'a pas encore, abordé. Ça peut être un mantra, une phrase, quelque chose qui toi t'a aidé à un moment donné, voilà, quelque chose que tu as envie de transmettre. Tu as voilà, carte blanche pour ça. Bah écoutez, bon déjà je vous remercierai pour l'échange et ensuite j'ai quelqu'un qui m'entoure qui me dit il faut pas croire en fait, faut être plus enfin en gros grosso modo ça vise à dire faut pas avoir des croyances et penser que face à des situations, il faut avoir des éléments vous savez tangibles. Et je pense que ça c'est la phrase qui comment dirais-je moi m'aide beaucoup parce que dans l'entrepreneuriat, vous avez toujours des perceptions de choses. Vous dites, punaise, il y a telle situation, et est-ce normal, que dois-je faire, etc. Et en fait, des fois, il faut vraiment prendre le temps de se dire, voilà, est-ce qu'il y a vraiment un sujet ou pas? Et moi, ce que je vais donner comme conseil, c'est, enfin, à la fois faites confiance dans ce que vous croyez et vos intuitions, mais voilà, il faut jamais, en guillemets, surréagir et toujours rester, on va dire, très factuel et dépassionné dans le côté égo, etc. Et ça, c'est mon meilleur conseil, ça aide vraiment à prendre les meilleures décisions au quotidien. Ouais. D'un côté, il faut croire en soi et avoir une vision, mais d'un autre côté, il faut quand même rester corrélé au marché et cetera, à ce qui existe et cetera. Enfin voilà, enfin, faut quand même garder les pieds sur terre. Faut rêver, mais en gardant les pieds sur terre, hein. Exactement, OK. exactement. OK, super. Bah, écoute, Voilà. super, super mot de la fin en tout cas, merci beaucoup. Merci pour ton temps, on sait qu'il est précieux. Vraiment, Merci à on va vous. mettre J'espère évidemment que voilà. ouais, non, vraiment beaucoup, beaucoup de valeur, super intéressant.
On va mettre évidemment toutes tes infos, sous l'épisode pour les personnes qui veulent te contacter, pour aller voir, ce que tu fais, pour se connecter, pour aller voir ce que Red Square fait. Mais en tout cas, bravo vraiment pour tout le job qui a été fait et qui va être encore fait parce que c'est que le début, j'ai l'impression. Et c'est tout le temps, Ouais, quand on bien arrive sûr. au sommet de la montagne qu'on aperçoit le deuxième sommet, la deuxième montagne. J'ai l'impression que c'est un peu ça aussi qui t'arrive. Fais des choses et du coup tu dis: «Ah mais en fait, il y a encore autre chose et il y a encore autre chose». Mais c'est comme ça Bah, qu'on accomplit de belles c'est choses. moi je pense que c'est ce qui motive. Moi je pense, bah, en tout cas moi c'est ce qui me motive. Donc ça aussi c'est mon conseil, enfin, quand des gens en fait, voient, ce qui est possible de faire aussi, c'est important de faire confiance en aussi, dans justement dans ses intuitions et que quelque part, Mmh. en fait moi je réalise surtout c'est avec l'expérience en fait, entre guillemets, hein, l'expérience alors je reste, je reste très humble, il y a des gens qui ont 30 ans d'expérience, je l'ai pas, mais avec le fait d'entreprendre au quotidien, au bout d'un moment, vous savez ce qui n'est pas bon et ce qui est Mmh. bon. Donc quand vous avez une intuition, c'est de se dire: «Bah, bon, il y a quelque chose» et puis après, il faut toujours mettre des garde-fous de façon de pas se lancer tête baissée, dans quelque chose de façon que vous n'avez pas, on va dire, challengé. Challenger, ça peut être de vous-même, hein, de dire: «Bon, bah, voilà», soit d'interroger des gens, vous savez, de confiance, d'avoir un périmètre de confiance et enfin, bah, tout simplement d'aller voir le marché, de leur dire: «Est-ce que ça vous intéresserait? Oui, non?» Mmh. Et voilà. Donc effectivement, c'est ce qui m'arrive, mais c'est la bonne maladie de l'entrepreneur. On est d'accord. Bon, bah, trop bien. Trop, trop bien. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Merci à tous nos auditeurs d'avoir été, avec nous sur cet épisode et on se dit à très bientôt pour un épisode de Talk and Talkers. Ciao, ciao.